petit peu de retard, mais c'était intéressant avec notre député pour parler des nitrites. Mais nous allons commenter l'actualité avec aujourd'hui de tout aussi intéressants intervenants. Jacques Miard, maire LR de Maisons-Lafitte. Bonjour Jacques Miard. Salut et fraternité. Salut et fraternité à vous. Régis de Castelnau, avocat, bonjour. Bonjour, salut aussi. Vous êtes à La Réunion, je le dis. Oui, mais tout le monde va dire oh, il a de la chance. Demain, c'est cyclone. Cyclone, bon voilà. Et je précise il y a une belle bête qui arrive, mais normalement, il va pas trop se rapprocher parce qu'il est très dangereux, dit la météo. Voilà, et vous n'êtes pas, parce que votre famille, une partie de votre famille habite là-bas. On va tout révéler à nos auditeurs. Pas du tout. C'est des vacances. Moi, oui. J'ai beaucoup travaillé. Et maintenant, je viens y passer une partie de l'hiver. Super. Voilà. Votre livre, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur. Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Fil de Média. Bonjour. Et Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de France-Amérique. Bonjour à vous également. On va revenir sur vos coups de gueule, en fait, et coups de cœur font partie des sujets qu'on voulait évoquer, c'est-à-dire Orpea et le drame des EHPAD, le scandale dans les EHPAD, le Mali, avec l'ambassadeur de France expulsé, et puis la laïcité, encore et toujours, avec Christiane Taubira qui veut une laïcité qui n'écrase pas, mais un contexte quand même assez lourd autour des enfants, je ne trouve pas le mot, des coups de canif à la laïcité. Voilà. Commençons avec vous, Gilles Gansman, comme tous les jours, et le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Hier, la justice a condamné les agresseurs du député de la REM, Romain Gros, qui avait été agressé à Perpignan. Et pour une fois, la justice, puisque des fois on se plaint de la justice et de sa gentillesse, et bien là, les trois principaux acteurs ont été condamnés, écoutez Valérie, à de la prison ferme. 12, 15 et 18 mois ferme. De son côté, Sylvain Maillard de la REM lui racontait que son calvaire continuait quand, par exemple, il tracte sur les marchés du 9e arrondissement. Moi, je n'en parlais jamais. Moi, j'ai reçu ma première menace de mort chez moi 4 jours après mon élection. Alors quand j'entends certains dire oui, le président a hystérisé les choses, c'est pas vrai, ça a toujours existé. Samedi dernier, je suis en train de tracter une action militante avec des militants dans le 9e arrondissement. Un individu arrive, alors c'est vrai qu'il y avait un peu de presse, l'individu arrive et me menace de me couper la tête devant tout le monde. Ça n'arrivait jamais auparavant. En fait, la violence qui est sur Internet est maintenant dans la rue. Est-ce que ces peines vont servir d'exemple? C'est la question. En tout cas, c'est des peines sévères et on peut saluer la justice d'avoir. Je ne sais pas ce qu'en pensent les deux avocats que nous avons. Régis je connais pas, je sais pas ce qui s'est passé à Perpignan, je suis désolé. Mais je trouve que c'est parfois géométrie variable. Alors, je vais être assez mal placé pour dire ce que je vais dire maintenant. Jean-Luc Mélenchon se plaint parce que les deux enfarineurs ont eu une dispense de peine. Hein. Il se trouve que c'est mon cabinet qui les défendait, donc je vais pas me plaindre de parce que c'était idiot, mais ça n'avait rien de méchant. Effectivement, je pense qu'il y a une tension aujourd'hui, mais se contenter de pointer la violence en disant oui, il y a une violence, c'est intolérable. Faut peut-être réfléchir à ce qui est en train de se passer, à la période qu'on traverse, à ces 2 ans de pandémie, et puis ce qui s'est passé auparavant. La répression de masse des Gilets jaunes avec une violence judiciaire et policière qui était quand même très importante. Ça ne justifie pas s'attaquer à des politiques. Non, mais il ne s'agit pas de justifier ni d'un côté ni de l'autre. Les éborgnés, et il y a un certain nombre de procédures, aucune n'a donné aujourd'hui lieu à des décisions. Je dis, si vous voulez, je ne vais pas dire qu'ils veulent sème le vent, récolte la tempête, mais si vous voulez, je pense que l'hystérisation globale, je dis bien globale, je ne veux pas faire un dos à dos, mais voilà, et je ne suis pas sûr que ce soit effectivement des mesures judiciaires de ce type qui sont très 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 au-delà de la jurisprudence habituelle qui vont changer grand-chose. C'est bien connu que ce genre de dissuasion, ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas. Oui, Jean-Claude. Alors attendez, tout le monde va réagir. Jean-Claude. Je voudrais réagir par rapport aux propos de mon confrère pour dire que je ne partage que très partiellement son point de vue. Oui, il faut aller au-delà de l'acte et essayer de chercher pourquoi il y a de la violence et c'est comme une maladie, essayer de la gérer à la source. En revanche,
Moi, je suis pour une fermeté, parce qu'il faut effectivement, à un moment donné, dire trop c'est trop, où il y a une ligne à ne pas franchir. Alors, pardonnez-moi, confrère, puisque vous êtes à La Réunion. Vous voyez, moi, je suis antillais. Et nous, on avait appris des choses simples. Il y a des règles dans la vie, il y a des règles de comportement, il y a une façon de vivre. Et puis, il y a un moment donné, on vous dit stop, c'est l'éducation. Et je suis désolé. Alors, peut-être qu'il faut accompagner les parents, parce que là, ce sont les gens qui ont été jeunes ou qui sont moins jeunes, etc. Peut-être qu'il faut accompagner tout ce petit monde. Mais il y a des règles de vie. Et je pense que justement, puisque vous êtes à La Réunion, souvent dans nos régions d'outre-mer, on a probablement une histoire qui nous permet de dire au reste du pays, voici comment on faisait avant. La pauvreté ne justifie pas tout, la désespérance ne justifie pas tout. Voilà, donc je partage ça avec vous, puisque vous êtes de l'autre côté de l'océan Indien. Mais temporairement. Comment? Temporairement. Donc ramenez-nous les bonnes méthodes, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des règles simples, et non, la pauvreté ne justifie pas tout. C'est pas un problème de pauvreté. Non, mais quand je dis la pauvreté, c'est un problème de tout. violence sociétale. Oui, mais avant, il y avait aussi des problèmes. Aujourd'hui, on passe à l'acte parce qu'on ne respecte plus. On ne respecte plus nos cabinets. On ne respecte plus le cabinet de médecins. Les pharmaciens sont obligés, et ça nous coûte, de mettre des agents de sécurité devant la pharmacie. On ne respecte plus le policier. Vous avez un président de la République qui dit « Mon envie, c'est d'emmerder les Français ». C'est pas d'emmerder les Français, c'est d'emmerder les non-vaccinés. J'ai dit, mais attendez. Alors, j'ai dit sur ce plateau, un président ne devrait pas dire cela. Et donc, il n'a pas dit emmerder les Français, il a dit les Français non vaccinés. Mais même si vous êtes très l'expression. Il a dit que les ouvriers étaient des illettrés, et puis qu'il fallait traverser la rue, et puis qu'il y avait des gens qui ne sont rien. Oui, non, mais on ne défend pas. Moi, je ne défends pas ça. On ne défend pas du tout Emmanuel Macron. Et je ne dirais pas cela. Allez, il faut qu'on marque une pause parce que c'est l'heure du journal, mais on se retrouve tout de suite après. Gilles, vous restez parce qu'on n'a pas fini. Je vais parler très de Marine Le Pen. Le 10h midi avec vous, avec Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, Régis de Castelnau, avocat. Votre dernier livre, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur, et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Fil de Média, et Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de France-Amérique. On va tenter de parler des EHPAD, de l'ambassadeur de France qui est expulsé du Mali, et évidemment question autour de l'opération Barkhane et de la laïcité, tous ces sujets. Et Gilles, vous êtes toujours là pour finir le zapping. Et pour continuer, Marine, oh là, la pauvre, une traite de plus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la maire, Sophie Grèche, membre du Rassemblement National, a décidé de donner sa signature à Éric Zemmour. Oui. Alors, évidemment, la présidente du Rassemblement, qui a déjà de la peine à avoir ses signatures, a été très en colère. Du coup, notre petite Sophie Grèche a été sur BFM pour dire qu'elle comprenait pas que le geste, c'était un geste démocrate. Elle comprenait pas cette colère, la pauvre. Non, je ne change pas de camp. En fait, moi, j'apporte mon parrainage à Éric Zemmour dans une démarche tout à fait démocratique. Je souhaite rester au Rassemblement National. Je n'étais pas dans une démarche de quitter le parti. Je suis fidèle à mon parti pour lequel je milite depuis 10 ans. Vous vous doutiez bien qu'en apportant votre soutien à Éric Zemmour, en tout cas votre parrainage à Éric Zemmour, j'ai toujours été exemplaire. Je milite, comme vous l'avez dit, dans les quartiers nord de Marseille. Je me suis retrouvée face à des guetteurs dans des cités. J'ai milité en étant enceinte, en étant en deuil. J'ai milité sous vent, sous pluie. Je pense n'avoir jamais démérité. Et les mots de Marine ont été très durs envers moi ce soir. Je ne les comprends pas. Je m'attendais vraiment pas à ça. Écoutez, moi, je ne souhaite pas quitter le parti. Juste parrainage, comme par exemple Marine a donné à Henri Guénaud en 2017. Et boum. C'est pas exactement pareil. La pauvre. Allez, on enchaîne. Et pour finir, elle était mélanchoniste. Hein. J'ai l'impression qu'elle fait toutes les trajectoires. Hein. Elle a été pour le front de gauche, maintenant c'est ça. Je voudrais, alors j'en profite juste pour faire un petit appel aux élus qui mettent des photos de leur parrainage sur Twitter. On s'en fout. On s'en fout, ça n'a aucun intérêt. On s'en fout. Faites-le. Faites-le. C'est une partie de vos devoirs. Ça ne sert à rien. Voilà.
Un son pour nos deux avocats et pour Jacques Millard. Pas pour Mathéo. Non, pas pour Mathéo. Juliette m'a dit, oh, ce son va plaire à Jacques Millard. Alors, on va voir. C'est Zemmour, vous savez, qui a 2 doigts d'autoriser la vente libre des armes. Alors, on l'avait vu à Bill, avec un fusil haute précision entre les mains. Bon, on l'a vu aussi à Bill avec une raquette de tennis. Je sais pas si vous avez vu ces images formidables. Bref, il ne faut pas aller le cambrioler. D'ailleurs, il va instaurer une nouvelle loi qui va supprimer la légitime défense. La légitime défense, il y a des règles avec en particulier la proportionnalité. C'est-à-dire que si vous vous défendez, vous êtes condamné. Vous vous souvenez de cette histoire du bijoutier de Nice. Il avait été condamné, il avait perdu sa boutique, il était ruiné. Avec la défense excusable, il n'aurait pas été condamné. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une proportionnalité? Par exemple, on ne peut pas tuer quand même un cambrioleur qui s'introduit chez soi, ou pas? Justement, c'est ça le changement. Il n'y aura pas de proportionnalité. C'est-à-dire qu'il faut désormais que ce soit les cambrioleurs qui aient peur. Oui. Il peut tout leur arriver. Donc il faut qu'ils arrêtent. Ils peuvent être tués, oui. Je veux que la peur change de camp. Et le propriétaire ne sera pas condamné s'il tue un cambrioleur? Ça sera à la justice de la précision. Mais non, mais c'est idiot, pas ça. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça la proportionnalité. La proportionnalité, c'est qu'il faut que la réaction soit de nature à arrêter l'agression. Donc effectivement, si, admettons, vous êtes dans votre sommeil, quelqu'un est en train de vous agresser, que par avec réaction, un stylo, par réaction vous la tuez, ça ne sera pas, bien sûr, on va vous écouter, mais ça ne sera pas considéré comme un acte ayant été au-delà de ce qui est. Oui, mais c'est ce qu'il veut changer. Mais il veut dire, du moment où vous êtes agressé, vous avez le droit de répondre, quelle que soit l'agression. Et de tuer. Et de tuer. Non, mais attendez, on voit bien ce que ça donne aux États-Unis. Mais c'est ce qu'il veut emporter. Mais justement, on voit bien ce que ça donne aux États-Unis. Vous savez, la surenchère en matière d'armes, la surenchère en matière de vengeance n'a jamais réglé le problème de la. En tout cas, je ne suis pas un expert. Par contre, je peux comprendre beaucoup de personnes qui se posent. Tout le monde, à vrai dire. Je suis chez moi, je dors, je suis agressé. Oui. Pourquoi je dois être jugé, moi finalement, je défendais ma propriété, etc. Je ne dis pas d'avoir un pistolet sous l'oreiller et de le tenir prêt à répondre à une agression. Parce que la légalisation des armes, la libéralisation des armes, effectivement, porte à une surenchère. Et effectivement, les États-Unis vivent un problème énorme. C'est une mesure qui peut lui apporter des voix. Ouais. Oui, peut-être, mais en même temps, on n'ira pas très loin. Mais il y a une question quand même de légitime défense, je trouve. Mais pas seulement en France. Vous savez, enfin, je n'ai pas les chiffres parce que ce sont des problèmes très, très épineux. Dans combien de situations ça se produit? Je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui soit vraiment répandu. Alors, je voudrais que Jacques Millard réagisse peut-être. Oui, je crois qu'il faut se méfier. Vous savez, c'est Portalis qui disait « Lorsqu'on touche aux lois, il faut le faire d'une main tremblante ». Il est exact que l'opinion publique est révoltée par des condamnations de gens qui se sont défendus parce qu'à un moment, ça a dérapé. Mais il faut se méfier, effectivement, de tomber dans des engrenages et de donner un permis de tuer. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut prendre ça, je dirais, cas par cas. Mais l'opinion publique, ça, je peux en témoigner, et vent debout contre, je dirais, certaines décisions de justice qui ont condamné des gens qui, en définitive, se sont défendus. Alors, bien sûr, il y a eu des cas excessifs. Il y a quelqu'un qui avait tiré lorsque le cambrioleur partait, il a tiré dans le dos. On voit très bien. Mais on peut comprendre, je dirais, la colère. On peut comprendre. Jacques, bien sûr. C'est facile de juger in abstracto. Oui. Mais quand on est dans une situation où il y a des dangers de part et d'autre, on peut comprendre qu'à un moment, on puisse, je dirais, commettre une faute, et cette faute est peut-être excusable. Jacques, je voulais ajouter quelque chose. Je voudrais que Régis de Castelnau réagisse. Oui. Alors d'abord, Jacques, l'exemple qu'il donnait, c'était celui de ce bijoutier de Nice, qui effectivement a tiré dans le dos, il était affolé, etc. 3 jours avant, il y avait quelqu'un qui avait voulu intervenir contre des braqueurs, c'était à Aubagne, pas à Aubagne, là où il y a l'aéroport, et il a été tué. Donc il y avait une émotion importante, et
il dit n'importe quoi, Éric Zemmour. Le gars n'a pas été ruiné, c'est faux. Il a été jugé assez longtemps après. Il a bénéficié de circonstances très atténuantes, hein, et il a eu une peine de principe. Et la peine de principe, c'est une question importante parce qu'il faut qu'on garde la maîtrise. Cette question de proportionnalité est un problème de jurisprudence. Ce qui est vrai, en revanche, parce que c'est une question que j'avais essayé d'étudier d'assez près, ce qui est vrai, en revanche, c'est que dans la mesure où il y a le sentiment d'une justice laxiste, il y a une forme de colère qui monte, les magistrats, la justice est très exigeante. Elle essaye de tenir un petit peu, et c'est pas quelque chose de facile. Et Jacques a raison, ça s'apprécie in concreto. Alors naturellement, on va monter en épingle des histoires. Moi, je me rappelle à Montpellier, ce professeur qui dort chez lui avec sa femme et son fils. Ouais. Il y a un de ses anciens étudiants qui arrive, qui arrose tout ce petit monde d'essence, qui a un briquet à la main, etc. Donc, à un moment, le professeur se jette sur lui et l'immobilise par le cou. La femme et le fils s'en vont, ils sont couverts d'essence. Hein, et quand la police arrive, l'autre est victime d'une strangulation. Le père de celui-ci s'est porté partie civile. Le professeur a été mis en examen, il a été suspendu. Heureusement, il a bénéficié 3 ans après d'une ordonnance de non-lieu. Il y a... Effectivement, c'est quelque chose, mais surtout que les gens ne comprennent pas. Surtout pas ce que raconte Zemmour, surtout pas pour arriver à un système à l'américaine. C'est là où effectivement, mais je pense que aussi bien Jacques Miard que mon confrère seront d'accord avec moi. La justice n'est pas parfaite et il y a parfois des errements, parce que c'est vrai que le type qui est en train de tuer votre famille, vous réagissez et parce que 3 ans c'est long, hein, pendant 3 ans le type ne dort pas, il a perdu son boulot, etc. Donc c'est vrai que ce sont des situations scandaleuses et on ne comprend pas ce qu'a fait le parquet, on ne comprend pas ce qu'a fait le tribunal, etc. Donc là-dessus, il ne faut surtout pas dire que la justice est parfaite. Maintenant, ça n'est pas parce qu'il y a ces déraillements que nous condamnons tous, en tant que citoyens, on est tous potentiellement victimes de ce type de situation, que l'on doive passer dans un système qui serait plus pernicieux. C'est ça le sujet. Surtout pas. Non mais absolument, mais en revanche, il y a effectivement un problème de des proportionnalités à l'inverse, dans le sens que pourquoi moi je suis chez moi, je subis une violence, je subis une agression, mes enfants peut-être aussi, et je dois me retrouver traîné dans des tribunaux pendant 3, 4, 5 ans. Enfin, c'est ça aussi que je pense qu'il faut tenir en considération. Et après, je suis d'accord avec vous, pas de surenchère, et la justice est humaine, donc par définition faillible. Et parfois partial. Oui, il y aurait pu y avoir une ordonnance de non-lieu. Par exemple. Beaucoup plus tôt, oui, évidemment. Beaucoup plus tôt. C'est pour ça que les gens, peut-être après, ne comprennent pas pourquoi les infarineurs ou bien ceux qui ont agressé un député, qui se sont trompés, parce qu'on ne doit pas agresser qui que ce soit. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été jugés si rapidement pour quelque chose qui n'était pas une agression. La farine est une tradition républicaine. Oui, absolument. Pas comparable. Rapidement, coup de gueule de Matteo. Alors, coup de gueule de Matteo pour Emmanuel Macron, parce que il va réaffirmer aujourd'hui son soutien aux chrétiens d'Orient. Merci beaucoup, c'est très gentil, effectivement, mais sauf que je constate c'est un peu tard. C'est un peu tard parce que les chrétiens d'Orient ont déjà, il y en a presque plus. Et puis il ne faut pas oublier qu'on peut pas être pour les chrétiens d'Orient quand il y a des élections, et après oublier les chrétiens qui sont stigmatisés régulièrement, même en France. On voit que les autorités n'agissent pas trop quand il s'agit aussi des gens qui sont tabassés, par exemple, par des mouvances d'extrême gauche, comme c'était le cas l'année passée dans l'Ouest parisien. Mais tout ça, je veux dire, ça me fait un peu doucement rigoler, parce qu'à côté, Monsieur Macron, qui pense de comprendre aussi les questions des religions, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire passer avec toute sa force, par exemple, des lois qui sont absolument incompréhensible pour les catholiques, pour les chrétiens, c'est-à-dire par exemple celle de l'allongement du délai de l'avortement. Moi, je ne rentre pas dans les dossiers, mais j'ai dit, si tu veux être cohérent et si tu veux soutenir ou respecter les chrétiens, déjà, tu pourrais par exemple commencer à ne pas pousser toujours sur des mesures électorales qui te favorisent du côté gauche, seulement pour avoir la conscience tranquille vis-à-vis de ton électorat de gauche. Ça, on est en campagne, ça ne vous aura pas échappé. Hier soir, M. Macron a souhaité la bonne année chinoise. Je n'ai jamais vu un président de la République, ou rarement, qui souhaite un joyeux Noël aux chrétiens.
Mathéo, vous avez compris, l'élection présidentielle le rend fou, mais il était déjà fou. Bah voilà, ce sera pour notre auditrice ou auditeur qui nous dit une équipe de bisounours encore aujourd'hui. Merci. Je pense pas que ce que vient de dire Jacques Miard soit très bisounours. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler du Mali et on va parler également des maisons de retraite. À tout de suite. Les débats avec Jacques Miard, Régis de Castelnau, Matteo Ghisalberti et Jean-Claude Beaujour. On va, je suis désolée, je vais zapper votre coup de gueule, Régis. Ce sera pour une autre fois. On va passer à bravo. Voilà, vous êtes censuré. Censuré. Parce qu'il y a le typhon qui arrive. Voilà, il y a le typhon qui arrive. On va commencer. Non, mais je suis d'accord. Oui, c'est une question de fond assez important. Oui, en plus, sur la. Voilà. Je voulais qu'on parle vraiment c'est votre coup de gueule, Jean-Claude Beaujour. Au-delà du scandale Orpea, c'est la place de nos aînés. Et on peut en parler de ce scandale qui, moi, me sidère. C'est-à-dire qu'on se rende compte maintenant de la problématique. On a tous des proches, des amis qui ont des proches en EHPAD qui nous racontent la même chose. Il faut un livre pour que la ministre convoque le directeur d'Orpea. Et je rappelle qu'il y a d'autres. Il y a 7600 EHPAD en France. Il y a d'autres groupes comme Corian qui ont eu aussi des histoires pas très nettes. Et donc, d'un seul coup, voilà, la presse se déchaîne et la ministre réagit. Action-réaction. Moi, je suis... Alors, évidemment, je ne connais pas le dossier, donc je prends un peu de distance, mais quels que soient les EHPAD, ça n'est pas la première fois que l'on nous dit, que l'on nous alerte. J'ai envie de dire, communément, la communauté nationale est alertée quant au traitement de nos aînés. Et je suis en effet surpris que ce soit l'occasion d'un livre, que le ministre dise, eh bien, on va mener une enquête. Ça n'est pas la première fois. Et donc, je ne comprends même pas que, par exemple, de manière très régulière, nous avons une inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, nous avons des services nous avons des préfectures. Vous savez, c'est une question de protection des personnes les plus vulnérables, de protection, on a un droit à la vie. Donc là-dessus, n'importe quelle administration a la possibilité de procéder aux enquêtes. Souvenez-vous, pendant le Covid, un certain nombre de parents ont eu l'occasion de dire, mais... d'enfants ont eu l'occasion de dire, les parents ne sont pas ou devraient être mieux traités. Oui, donc on est surpris. La deuxième chose également, c'est que moi je trouve que ça pose aussi le problème du regard que l'on a sur nos aînés, plus généralement sur tous ceux qui sont âgés. Nous avons eu au cours de ces dernières années une sorte vous savez, on est dans le jeunisme, et donc on est jeune entre 30 et 40 ans. Après 40 ans, on commence à être vieux, on est mis de côté, et je pense qu'on est au maximum de cette culture là. Par exemple, pendant le Covid, on disait, mais au nom de quoi une personne âgée, on ne devrait pas la protéger autant qu'un certain nombre, parce que c'est pas parce qu'on est âgé qu'on peut mourir du Covid. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Oui, on parle souvent de questions civilisationnelles. Moi, je pose le sujet sur la relation que nous avons à nos aînés, la relation que nous avons au corps social, et c'est ça aussi qui fait une France déchirée, éclatée en 1000 morceaux. Oui, Mathéo. Je me permets d'ajouter à cette réflexion aussi le regard qu'on porte sur la vulnérabilité en général, dans le sens que il ne faut pas oublier que la France, moi je suis toujours étonné de voir le pays des droits de l'homme qui est plein de personnes que tous les matins nous disent qu'il faut être inclusif, pas stigmatiser, patati patata telle ou telle minorité. Mais en France, on a des réelles difficultés pour, par exemple, scolariser des enfants handicapés. On a des réelles difficultés pour gérer tout un tas de maladies lourdes et handicapantes. Et moi, j'ai un peu l'impression parfois que les personnes handicapées, qui ne sont pas forcément des personnes âgées, c'est des catégories différentes, sont des invisibles en France, et on parle jamais d'eux. Et quand on arrive à voir les personnes âgées, effectivement, lors du Covid, c'était un peu un marqueur, parce qu'on se disait finalement c'est la fin de tout, etc. Oui, mais on parle de personnes, exactement comme quand on parle de personnes qui sont des enfants. Mais là, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a des réels dysfonctionnements qu'on paye d'ailleurs, qu'on paye très cher. Jacques Miard, sur ces révélations qui n'en sont pas. Qu'il y ait des dysfonctionnements, et je dirais Jean-Claude a raison, il faut les dénoncer, etc. Cela étant, je peux vous dire que de très nombreuses villes mettent en place ce qu'on appelle des soins
à domicile. Oui. Ça fonctionne bien. Et l'EHPAD, il y en a aussi, parce qu'il y a un moment, la charge est trop lourde et il faut être dans des établissements médicalisés. Mais pour avoir sur la ville de Maisons-Laffitte, je crois au moins 5 maisons de retraite, nous n'avons pas eu ce problème. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Donc c'est une question de vigilance, c'est une question de visite par les services compétents dans les EHPAD. Et je crois qu'il faut se garder. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mathéo pour dire, alors, le pays des droits de l'homme, bon, il y a un moment... il a bon dos. C'est la tarte à la crème en France, c'est la justification de tout. Mais en l'occurrence, moi je dirais qu'effectivement, une civilisation qui méprise le grand âge est une civilisation qui pose problème. Et moi je dirais, vive les vieux jeunes, parce qu'il y en a quelques-uns, nous avançons tous en âge, et personnellement je me sens de plus en plus jeune. Mais cela étant... il y a un moment, je sais aussi qu'il y a une fin. Et donc cette fin, il faut aussi la prendre en compte. Oui, mais on est un peu à côté du sujet. Enfin, pardon, on parle quand même de graves dysfonctionnements qui sont quand même, je ne vais pas jeter l'opprobre sur tous les EHPAD, mais je n'entends quand même que ça, des EHPAD privés, publics, où les gens ne sont pas changés, où des gens restent au ras du sol parce que les lits ne sont pas réparés, où on ne leur donne pas à manger. J'entendais un infirmier raconter que parfois il avait 3 fourchettes dans la main et qu'on mélangeait la vache qui rit, le dessert, pour que ça aille plus vite. Je veux dire, ce sont des situations... Non, mais il peut y avoir des solutions pénales. Valérie, il y a toujours eu des dysfonctionnements. Moi, j'ai fait fermer une maison de retraite où, malheureusement, les personnes âgées étaient sanglées sur les lits. Absolument. Et c'était inadmissible. Oui, mais pourquoi on ne prend pas ce problème à bras-le-corps? On l'a pris, on a fermé, on a licencié... Régis. On a déjà abordé cette question. Alors, oui, et je reste assez circonspect. Oui, il y a un problème civilisationnel. Il ne faut pas oublier que le grand âge, c'est relativement récent. Hein. Ce sont les boomers pour eux. Hein. Non, mais c'est vrai. L'espérance de vie a fait des gains tout à fait extraordinaires, la santé aussi, etc. Donc aujourd'hui, on est confronté à ça, et c'est vrai que c'est le rapport aux personnes âgées. Le problème que vous pointez, Valérie, c'est celui de la prise en compte de cette donnée. Alors, comment c'est organisé? Alors, il y a des agréments, etc. Mais je pense qu'on s'en est trop remis et trop facilement au secteur public. Je trouve normal qu'on confie ce service public au secteur public. C'est un métier. C'est à eux de le faire. À propos des services à la personne, je signale la disparition hier de M. Bellon, qui était un homme extraordinaire, hein, le créateur de Sodexo, 93 ans. Et donc, effectivement, ce sont des métiers. Et il appartient là à la puissance publique de prendre en charge ce que doit être le rapport aux personnes âgées, le rapport aux personnes vulnérables, hein, et doit encadrer très strictement. Mais qui dit encadrer très strictement, dès lors que c'est du service public, veut dire contrôle, mettre en place les dispositifs de contrôle. Et Jacques a raison, effectivement. Alors, un bruit, on met la poussière sur le tapis et tout. Non, il faut que les gens dont les établissements, parce que si vous voulez, on ne va pas s'acharner sur les troupes, hein, ce sont les responsables. Et d'ailleurs, le patron de l'Orpea s'est fait foutre dehors. C'est normal. Peut-être que sa responsabilité n'est pas plus engagée que ça. Il n'empêche quand même. T'es le chef, tu dégages. Hein. Et donc, par conséquent, il faut que l'État se mobilise, hein, pour encadrer très strictement et bien évidemment décrocher les moyens. Et je reste 2 secondes sur le service public. Le service public, comment ça marche? C'est l'usager qui le rémunère, mais outre que l'État surveille, c'est lui qui dit qui pourra faire ce métier, délégation de service public, et ensuite abonde financièrement pour permettre à cette activité de trouver ses équilibres. Parce que je crois que l'origine de ces maltraitances, elle est l'absence de moyens, c'est-à-dire la contradiction entre le profit et les soins et le coût des soins. Ouais. Et le rapport est souvent n'est pas équivalent. C'est-à-dire qu'on peut payer très cher pour... rendu en faveur Valérie, Jacques Miard. Oui, juste un point. Moi, je suis extrêmement frappé que dans notre pays, venir au monde, ça rapporte rien. Hein. Les maternités ont des grandes difficultés pour équilibrer les comptes. Mais mourir, alors ça rapporte. Là, il y a un paradoxe qui est quand même assez étonnant. Alors que
pratiquement, ça devrait être équivalent. Oui, parce qu'il y a du profit, Et là, Régis a raison. Il y a un moment, le fric, c'est pas toute la solution. Non, mais qu'est-ce qu'on a attendu? Encore une fois, moi, c'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'on a attendu pour des groupes comme Orpea, comme Corian, tout ça. Cette histoire, attendez, moi, juste dans cette histoire, sans être un spécialiste du sujet, mais je pense que là aussi, ça nous renvoie d'une certaine manière à nos propres obligations. C'est-à-dire que lorsque vous avez des parents en EHPAD, quand vous leur rendez visite, si vous vous rendez compte qu'on ne parle pas simplement, parce que quand on dit grave dysfonctionnement, c'est pas juste le plateau est arrivé à midi au lieu d'arriver à 11h30. Hein, c'est vraiment grave dysfonctionnement. Il y a des sanctions qui peuvent être prises. Il y a moi, si vous voulez, une situation comme celle-là. Mais moi, je vais vous raconter une histoire de monsieur que je connais très bien, qui est en EHPAD, qui a toute sa tête et qui s'est. Alors une fois, son lit est tombé au ras du sol. On a attendu le week-end pour qu'il soit remonté. Il est resté donc au ras du sol. Et surtout, quand la personne qui est de sa famille s'est plainte, lui a eu des représailles en disant vous vous plaignez, on vous changera pas votre couche. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Et quand vous le dites à la directrice de la maison de retraite, elle dit si vous n'êtes pas content, vous changez. Ça ne se passerait pas comme ça avec moi. Parce que la maltraitance, alors, j'ai pas regardé les textes, mais vous pouvez très bien avoir des poursuites pénales. Et moi, je porterai plainte évidemment contre et si vous voulez commercialement, on ferait suffisamment de bruit parce que ces gens-là vivent de l'argent qui leur est payé. Non. Et donc les familles ont intérêt. C'est vrai que par rapport aux personnes âgées, c'est tout comme avec les enfants. La présence, l'entourage. Je ne dis pas que c'est la solution. Attention. Je dis que plus que jamais, cela veut dire que l'intergénérationnel doit fonctionner, c'est-à-dire qu'il faut être présent aux côtés de nos aînés. Au quotidien. Oui, parce que Jean-Claude a raison, parce que là, il faut souligner que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui laissent tomber les parents. Aussi. Parce que ça, je peux vous dire, c'est le scandale que nous vivons quotidiennement. Allez, on marque une pause. Non, vous n'avez pas une minute, c'est la pub et vous parlerez après. Censuré. À tout de suite. Alors, je vais vous donner la parole, Régis de Castelnau. Nous parlions des EHPAD, mais j'ai tapé par curiosité EHPAD sur Google et voilà ce qui apparaît en premier. Investissement EHPAD, rendement à partir de 6,09%. Donc, c'est le premier. Investissez senior EHPAD. Bon, après, il y a place libre dès février 2022. Mais voilà, le premier truc, quand vous tapez groupe EHPAD, vous tombez sur rendement à partir de 6%. C'est quand même un truc de fou, quoi. C'est devenu ça. C'est devenu symbole de rentabilité. Régis, la parole est à vous. Je vais répondre à ma façon, vous vous en doutez, à la question que vous posez. Pourquoi est-ce qu'on a tant attendu? Parce que effectivement, on a un peu tendance sur certains sujets à mettre la poussière sous le tapis. Il y avait l'état des prisons dans le temps. Maintenant, il y a cette question. Et je pense qu'on a un complexe de culpabilité. Effectivement, c'est que le rapport aujourd'hui aux personnes âgées, on peut plus les garder à la maison, etc. Et qu'on culpabilise. De les installer dans des cercles collectifs, parfois bien organisés, on culpabilise. Je me rappelle d'un film que certains d'entre vous ont peut-être vu, il y a 30 ans, un film italien qui s'appelait Les Nouveaux Monstres. Et c'était un film à sketch et on voyait quelqu'un qui discutait avec sa mère, qui l'a convaincu, une personne âgée qui ne parlait plus, etc., qu'il fallait absolument qu'elle serait bien traitée, etc. C'était terrible ce que ça montrait. Et alors, il l'amenait au centre, à l'EHPAD, et puis il l'a laissé entre les mains et au moment de partir et de monter dans sa voiture, il se tournait vers les soignants en disant « traitez-la comme une reine » et hop, il montait dans sa voiture et il filait. Je pense que cette crise va être positive dans la mesure où elle va obliger à regarder aussi de la part des gens, de la part des citoyens, à regarder le problème de la grande vieillesse en face. Ouais. Alors, je voudrais qu'on passe à un autre sujet qui est celui du Mali. Jacques Miard, c'était votre coup de gueule et ça tombe bien parce que je voulais qu'on évoque ce sujet. C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule et qui va paraître un peu iconoclaste, mais je crois qu'il faut être logique et responsable. Vous avez vu que 2 ministres français, dans un journal du dimanche, ont tiré à boulet rouge, bien sûr, sur la junte de Bamako, et notamment, ils nous ont dit qu'ils étaient illégitimes, etc. Représailles, ou plutôt immédiatement en réaction de la junte, ils foutent dehors, ils déclarent persona non grata
notre ambassadeur. Mais moi, je crois qu'il faudrait quand même être un peu logique. Parce que si nous sommes là, c'est que nous avons été demandés par ces gouvernements. Si ce gouvernement est illégitime, eh bien on en tire les conséquences. Et donc, on met en œuvre, et là, c'est là où certains vont faire des bons cabris, nous avons des forces, nous avons des gens qui sont tombés au champ d'honneur en luttant contre les djihadistes, nous avons quelques malfrats soviétiques qui arrivent et qui, en réalité, veulent nous prendre la place, donc il y a un problème. Donc, on tire les conséquences et on ne se laisse pas faire. Voilà, je ne vais pas en dire davantage, mais pour ce qui me concerne, je dirais qu'il y a un moment, la France doit se faire respecter. Si ces gens-là sont illégitimes, je suis convaincu qu'il y aura de très nombreux Maliens qui voudront les remplacer. Voilà ce que je voulais dire. Ça, Jacques, c'est pas si sûr. Alors, ça, c'est pas si sûr. Régis de Castelnau. Te laisse pas bourrer le mot. Non, attends. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a une politique africaine, la France-Afrique, depuis fort longtemps, qui a peut-être quelques réussites, qui a pas mal de soucis. On ne peut pas dire que Barkhane, 5 ans, 6 ans après, ce soit une grande réussite. Hein. Donc, on est toujours confronté à toute une série de problèmes. Mais ne te tracasse pas, ça va durer 20 ans. Oui, peut-être. Non, mais c'est possible. Mais je veux dire qu'il faudrait peut-être qu'on arrête d'être aussi péremptoire et penser qu'on a le bon droit, donner des leçons à la terre entière, expliquer à Poutine ce qu'il doit faire, etc. Moi, je trouve que... les couilles. Dans ce cas-là, on s'en va. Non, on ne s'en va pas. Bah oui, mais la question va se poser. On s'en va pas pourquoi? Jacques, on s'en va pas pourquoi? Parce que M. BHL a fait foutre en l'air la Libye. Non, laisse tomber. C'est pas vrai. Alors attendez, on va pas faire... Bien. On a fait des erreurs en matière plus que ça, des crimes. De terrorisme, effectivement, en ne comprenant pas qu'il y a un moment, notamment au Proche et au Moyen-Orient, si on avait laissé faire aujourd'hui sans intervenir, ou si les Russes n'étaient pas intervenus, le Liban serait tombé. Il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. Donc il y a un réel problème. La faute qui a été faite, on a dégommé effectivement le Libyen, parce que, bien sûr, il n'avait pas les faveurs de BHL, mais derrière, il y a toute une montée en puissance du djihadisme que j'ai connu. Moi, je vais te dire une chose. J'étais notamment au Tchad. Et un jour déjà, j'avais dit, j'étais au cabinet du ministre à l'époque, j'avais dit, où en est-on de la montée de l'intégrisme musulman? On m'a ri au nez en disant, c'est une faute, il n'y a rien. Eh bien, c'est un mouvement qui se dégage depuis au moins 30 à 40 ans et qui va durer encore très longtemps. Donc on prend les moyens de sa politique, on ne se laisse pas dominer, il y aura de la casse, je suis d'accord avec toi, ça va faire hurler les salonnards qui n'y connaissent rien à la géostratégie. Il y a un moment, on agit et on est ferme. Oui, et on ne part pas parce que ce sera de mal en pis. Oui, mais on est très très seul tout de même. Surtout, on a fait toutes les conneries. On n'a pas fait toutes les conneries. Lorsqu'on est intervenu avec, notamment au Sahel, avec la première opération Serval, c'était légitime. Et j'ai entendu effectivement un certain nombre de gens dire bah non, etc. Je suis désolé. Il y a aujourd'hui un mouvement qui veut te faire la peau comme à moi. Eh bien, on va se défendre. Mais moi, je suis désolé. Alors attendez, il faut me répondre sur la Libye. Il faut me répondre. On avait sur la Libye, on a fait une connerie en flinguant Kadhafi. Plus qu'une connerie. Mais je sais. Alors, t'as tout aggravé. Il n'en demeure pas moins que ça se répand. C'est une tradition, effectivement, dans le Sahel, où on prend des gens et on trafique. Je le sais. Je vais te dire, j'ai rencontré, quand j'étais en poste en Algérie, des pères blancs qui nous disaient déjà que dans les années 20, lorsqu'ils patrouillaient dans le désert, c'était déjà des problèmes. Oui. Il est évident que l'explosion démographique de l'Afrique, je dirais la manipulation de l'islam intégriste, est un problème majeur. Oui. Et on ne va quand même pas se laisser traîner dans la boue par quelques connards qui ont le pouvoir maintenant. Mais oui, sauf qu'on est quand même très seul, Mathéo. Je peux vous apporter... Alors, Mathéo Guizelberti. Je peux essayer d'apporter un point de vue étranger. Alors,
la France souhaiterait avoir des alliés européens, notamment à ses côtés dans le Sahel et aussi en Libye parfois, sauf qu'elle voudrait garder le commandement, etc., comme si elle était effectivement une superpuissance, chose que n'est pas, parce que la France, malheureusement, il faut aussi le reconnaître, est à la ramasse, parce que il ne faut pas aussi se dire, se cacher les choses. La France est dans le Sahel parce qu'il y a des ressources minéraires et économiques importantes. Elle est dans le Sahel aussi parce qu'il y a un problème d'islamisme, comme disait effectivement Jacques Maillard. Mais désormais, il faut dire qu'il y a aussi ces peuples qui, effectivement, à un moment, en ont un peu marre de subir, les règles imposées par Paris pendant des décennies après la fin de la colonisation, et donc qui se détournent vers d'autres, possibilités. Moi, je dis pas qu'elles sont celles correctes, parce qu'effectivement, personnellement, je suis inquiète de voir des mercenaires qui débarquent au Mali. Mais il faut aussi se dire que le Mali est devenu, en ce moment, aussi une terre de confrontation entre la France et la Russie, parce que d'ailleurs en Syrie aussi, les Français ont continué à taper sur je parle de la diplomatie, on continue à taper sur les Russes, mais finalement les Russes ont donné un sacré coup de main pour éviter des problèmes en Syrie à la France. Et puis je me dis encore, il faut savoir ce qu'on veut faire, parce que si on veut lutter contre l'islamisme, il faut commencer en France. On sait malheureusement, c'est l'actualité de ces derniers jours, qu'il y a oui, parce qu'il y a des islamistes en France. Désolé, il y en a plein. Partout, il faut lutter contre l'islamisme. Donc, c'est une guerre culturelle d'abord. Bah oui, sauf que de deux choses l'une. La France actuelle n'est plus la France de Napoléon, qui avait tous les moyens, etc. Donc elle doit se rendre compte que si elle veut un coup de main, elle doit partager un petit peu son aura. Non, c'est pas une question de partager, parce que je peux vous dire qu'une coalition, ça n'a jamais gagné une guerre, et là, il y a un problème. Donc, justement, alors elle doit rester toute seule. La France n'est pas une superpuissance, il n'y a plus de superpuissance. Parce que on vit dans un monde des puissances relatives. Donc même les États-Unis se sont cassés les dents en Afghanistan comme la Russie. Oui, donc, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir la même chose? C'est-à-dire que ça va être notre Afghanistan à nous. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que c'est une guerre qui va durer 20 ans encore. C'est ça. Jacques, est-ce que Jean-Claude peut en parler? Je pense qu'effectivement, imaginez que les choses vont être résolues en quelques semaines, la réponse est non, parce que l'islamisme dans la région, pour ne prendre que cet exemple, mais il n'y a pas que ce sujet sur cette zone-là, c'est un processus qui s'est installé au cours de ces 40 dernières années, et les problèmes ne seront pas résolus. La deuxième chose, et c'est un peu peut-être pour cela que Emmanuel Macron, lorsqu'il a rencontré Biden, s'est dit on oublie le passé, puis on oublie ce qui s'est fait, c'est que l'idéal serait d'avoir des Américains qui soient plus nombreux avec nous. On est un petit peu tout seul. Mais là où je rejoins Jacques Maillard, c'est que à un moment donné, vous savez, face à des gens comme cela, face à des fous, il faut taper fort et ne pas avoir peur d'aller à l'affrontement sec. Voilà, moi je pense que parfois il faut savoir aller à l'affrontement, parce que dans le même temps c'est le seul message. Oui. Je suis pas j'entends ce message, mais la question est pourquoi sommes-nous si seuls? Pourquoi sommes-nous si seuls à défendre, je veux dire, à se battre contre les djihadistes? Tape sur ses potentiels alliés finalement d'un jour, mais enfin elle continue par exemple à attaquer la Russie, surtout tous les coutures. Je signale aussi, je sais pas, je l'ai pas vu dans la presse française, mais il y a une flotte russe qui est passée au milieu du canal de Sicile dans ces derniers jours. Donc, on le fait pas pour faire si on le sait, ça veut dire qu'on voulait le faire savoir. Voilà. Je pense que en plus, si on continue à être molle dans la lutte contre l'islamisme,
sur tous les terrains où il est actif, en France aussi. On ne peut pas prétendre des autres en aide, etc. Parce que si après on dit finalement après il change d'idée sur. Vous avez dit pourquoi est-ce qu'on est tout seul. Moi je pense que malheureusement oui on est probablement victime de l'égoïsme des uns et des autres où chaque pays considère finalement c'est une zone d'influence française. Les Français n'ont qu'à se débrouiller. Si l'islamisme gangrène cette région de l'Afrique, je vous signale que le problème migratoire n'est pas simplement un problème économique, c'est aussi lié à l'instabilité politique dans cette région, et que demain nous pourrions nous retrouver avec 50-100 millions d'Africains qui fuiraient du fait de cet islamisme. D'où la bêtise de la Libye. Donc, et c'est la raison pour laquelle et ça n'est pas un sujet qui ne concernera que la France, c'est un sujet qui concernera que l'Europe. Mais vous savez quoi? Je crains que parfois les politiques, on l'a vu courte, parce qu'à force de voir son petit précaré et l'immédiateté, on a du mal à se projeter dans 20 ans, et dans 20 ans, on dira, le problème migratoire. Ben oui. Désolé, mais il y a aussi Mathéo, un problème en Libye. Sur la Russie, Valérie, juste un point. Ce n'est pas en Europe que la Russie est un danger. Il y a un moment, il faut arrêter de se faire manipuler par les Américains et par l'OTAN. Parce que ça, c'est inadmissible. Deuxièmement, en revanche, en Afrique, ils essayent de nous tailler des croupières. Oui, là, après on la casse Chine. du soviétique, c'est tout. Oui, absolument. Les Russes, ils sont plus soviétiques, le Jacques. Hein. On peut le déplorer. Je vais te dire, quand je les ai connus à Berlin, ils étaient soviétiques, je les appelais les Russes, mais les Russes aujourd'hui sont toujours un peu soviétiques. Et Jacques, il faudrait aussi, ne pas se laisser tailler des croupières par les Américains, comme ça s'est passé au Rwanda. Et les Chinois. Et les Chinois. Allez, on marque une pause. On marque une pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Les débats avec vous sur Sud Radio. On parlait du Mali. Une question, Jacques Miard. L'expulsion de l'ambassadeur, ça signifie quoi? On a entendu que le Mali avait décidé d'expulser l'ambassadeur de France. On a vu également que le Danemark avait été expulsé. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une rupture. Ça signifie qu'il est déclaré personne non grata et qu'il doit partir. C'est une tradition diplomatique, c'est un geste fort de mauvaises relations entre deux États, mais en l'occurrence, il ne faut quand même pas exagérer. Si ce gouvernement est illégitime, etc., on va lui dire calme-toi, et puis on va peut-être organiser les choses différemment, puisqu'on a affaire. C'est un gouvernement qui aujourd'hui est mis au banc de la CEDEAO, c'est-à-dire de l'organisation européenne, de l'organisation africaine. Donc c'est là où il y a un problème, parce que il faut quand même pas. Il pousse un peu le Mali, mais l'idiotie a été de la part de 2 ministres français de les traiter de tous les noms. Donc je pense que ça va retomber. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un gouvernement, je dirais, légitime, on le sait. Mais comme au Burkina Faso. Oui. Allez, j'aurais qu'on dise quand même. Légitime, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, voilà, on passe son temps. Non, mais on passe son temps à organiser. Je veux dire, les pays occidentaux, organiser des élections. Vous allez voir la démocratie. On l'a déjà apporté au Moyen-Orient, on l'a apporté en Afghanistan. Et ce modèle, Jacques, ce modèle est en échec. Coup d'État au Burkina Faso comme par hasard, coup d'État au Mali. La démocratie est en échec chez nous aussi. Allez, ne tracasse pas. Je voudrais qu'on revienne autour sur la question de la laïcité. C'est aussi un de vos sujets, Jacques Miard. Christiane Taubira, je voulais relever cette phrase dans son discours depuis son QG qui appelait à elle disait « Je veux des réponses pour une laïcité qui n'écrase pas mais émancipe ». Phrase. Dans quel sens? Justement, je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. La laïcité, c'est la liberté de conscience d'abord. Oui. Alors, donc, qu'elle nous foute la paix. Ça relève des lois qui sont appliquées. Mais franchement, Taubira, je veux dire, pour moi,
Non, mais ça, c'est oui, une imposture, c'est une escroquerie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, pendant les 3 mois qui viennent, on va se la taper encore. On va pas refaire le procès de Christiane Taubira qu'on fait à peu près tous les jours. Mais parler de la laïcité, on voit qu'il y a beaucoup de sujets. On en est encore là aujourd'hui. On en est. Doit-on autoriser le port du voile dans le sport? Il y a la réforme du CFCM. Il y a le reportage de Roubaix. Il y a Valérie Pécresse qui s'est exprimée contre le port du voile pour les fillettes. On est content qu'elle ait dit ça, mais c'est invraisemblable qu'on soit empoisonné, par ces questions. On rappelle les menaces de mort qui pèsent sur Ophélie Meunier et sur ce jeune juriste qui a témoigné dans l'émission de Zone Interdite. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire, ce que je trouve, et je ne suis pas là pour faire le procès de Christiane Taubira, je ne suis pas procureur en revanche, quand j'entends une responsable politique qui aspire à devenir président de la République nous dire que la laïcité à la française écraserait, parce que c'est ce qu'elle sous-entend, qu'écraserait, empêcherait de vivre, elle empêche de vivre qui ? Ouais. Moi, je suis quand même un peu surpris parce que j'ai le sentiment, sans être trop vieux, mais ayant quand même eu une certaine jeunesse, que c'est maintenant que j'ai le sentiment que toutes ces questions nous empoisonnent. Parce que de mon temps, quand il y a 30 ans, lorsque j'étais à l'université, le problème ne se posait pas. On ne se posait pas autant de questions il y a 30-40 ans. Or, aujourd'hui, on met ça sur la table et on nous donnerait le sentiment, par exemple, bien sûr, sur maintenant, c'est le voile pour faire du sport, pour les jeunes filles. Mais attendez, soit on fait du sport, soit on n'en fait pas. Et puis, c'est ça. Je veux dire, il y a des tenues de sport. Moi, on disait à nos parents, le jeudi, c'est sport. Votre enfant, vous l'envoyez avec la tenue de sport. Voilà. Ouais. C'était pas avec... C'est une revendication encore. Alors, déjà, le problème de la laïcité, qui le pose ? Désolé, mais c'est pas les chrétiens, c'est pas les juifs, c'est pas les bouddhistes, c'est pas les je ne sais pas quoi, c'est les islamistes. Voilà. Et si il y a cette situation très tendue, c'est parce que quelqu'un veut imposer ces règles religieuses. Absolument. Après, il y a aussi un problème, à mon avis, d'ignorance du fait religieux, dans le sens que pour des raisons électorales, il y a tout un tas de politiques qui disent alors il faudrait, si on interdit le voile, il faut interdire les croix, les kippas, etc. J'ai dit mais avec une kippa ou avec une croix, moi ça m'arrive de porter des croix, mais je l'obstante pas parce que je dois m'en montrer comme pour affirmer quelque chose de ma sensibilité. Alors que quand ça suffit de traverser sans aller à Roubaix, dans plein de quartiers de Paris, on a des filles très jeunes qui sont complètement voilés maintenant, qu'ils profitent aussi du fait qu'ils peuvent porter le masque, qui sont pratiquement en burqa au milieu de Paris, et personne ne dit rien parce qu'il a peur. Moi j'en ai marre de subir des censures sur ma façon de vivre, ma foi très apaisée et très personnelle aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que tout le monde, notamment les femmes, affichent une appartenance à une religion, et si elles ne sont pas de cette religion, elles sont... Non, c'est pas afficher une appartenance. C'est porter le signe de l'infériorisation de la femme. Faut pas oublier ça. C'est-à-dire que au-delà de l'emblème religieux, alors j'ai un confrère qui veut qu'on puisse venir plaider avec le tchador, là, les avocats, comme si on pouvait venir plaider en kippa. Bon, c'est tellement ridicule. Mais le problème, c'est que représente ce symbole. Il y a un problème, les musulmans, vous avez un problème, votre religion fait une place inférieure à la femme, dans l'espace public français, c'est non. Voilà. Bravo. Oui. C'est tout. Jacques Miard. Mais non, mais c'est tout à fait ça. On a effectivement une vision. Le drame, c'est que dans l'islam, il y a autant d'interprétations de la règle qu'il y a de musulmans. Et il y a donc toute une dérive. Et avec les intégristes, ça a commencé avec les frères musulmans, ça se poursuit avec les salafistes, qui veulent imposer, je dirais, la charia. Eh bien, c'est non, point barre. Et il n'y a pas à transiger là-dessus. Parce que si vous transigez, et ce que je regrette, j'ai été le premier à faire une proposition de loi pour interdire la burqa parce qu'à Thoiry, un dimanche, j'ai vu un beau barbu avec des gosses qui tournaient autour, et derrière, pardon de le dire, un être, je ne sais pas, complètement invisible, tout en noir. J'ai été révolté.
Et donc, on a laissé faire par laxisme. Et donc, ces gens-là, s'ils veulent faire ça, ils vont ailleurs, mais pas en France. Mais il faut... Alors, on prend la précaution d'usage et indispensable de dire que islam et islamisme, ce n'est pas la même chose. On parle de l'islam politique. Clémentine Autain dit que c'est la même chose. Hein. Oui, d'accord. Mais l'idée, aujourd'hui, c'est que l'islam est une matrice, malheureusement, et que l'interprétation peut aller à l'intérieur. Déjà, islam, ça veut dire soumission, en tout cas. C'est ça le problème. Donc, mais je voudrais vous dire seulement une petite chose, Jacques, parce que vous dites effectivement c'est pas acceptable, etc. Mais il y a une complaisance, même un peu idéologique. Enfin, ça suffit d'ouvrir ce matin Le Parisien. Il y a un très bel article qui dit « Une journée avec la police talibane à Kaboul, mais pourquoi toute la planète est contre nous ?» Je sais pas. Bon, pourquoi la police de Kaboul, à votre avis, elle fait respecter quelle loi? Oui, bien sûr. Voilà. Et les femmes, elles les traitent comment? Si elles les voient, d'ailleurs. Mais là, on mélange un petit peu. Je dis qu'il y a une soumission, de toute façon, à certains, comme si c'était open bar, tout pareil. Vous voyez, certains vivent comme ça, certains vivent d'une autre façon. Ici, désolé, il y a des règles qui permettent de vivre ensemble, qui sont d'ailleurs le fruit de l'ordre public. Il faut appliquer l'ordre public. On est arrivé à ces règles aussi après des siècles de tripement entre une façon ou l'autre des. C'est pour ça que je dis que c'est surprenant. C'est surprenant qu'une dame comme Madame Taubira, quand on connaît son histoire, qu'elle se croit obligée probablement par électoralisme à jouer sur cette vague-là en disant que la laïcité nous oppresse, etc. Je suis quand même surpris. Ce qui est étrange pour quelqu'un qui vient du parti radical de gauche. Concernant Taubira, on ne peut pas être surpris. Hein. Moi, je ne suis pas surpris. Je la connais très longtemps et personnellement, je peux vous dire qu'en aucun cas, je peux être surpris. Hein. Comme je ne la connais pas, comme je ne la connais pas et que c'est un peu ironique de ma part, vous aurez bien compris. Lorsqu'on est du parti radical, lorsqu'on a fait voter la loi sur l'esclavage, lorsqu'on a, je veux dire, nous dire que la laïcité oppresse, je ne comprends pas le raisonnement intellectuel de cette candidate. Merci à tous. Ça se compte en nombre de voix. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff.